Paul Grigorievitch von der Wies, 1826-1881. Paul Grigorievitch von der Wies est un homme entouré de mystères, comme l'écrit le journaliste du Gaulois. Ce qu'est le baron von der Wies, ce n'est rien de le dire, le tout est de le croire. Et cependant, les légendes qui circulent autour de son nom et de sa personne sont encore au-dessous de la vérité. Voilà ce que j'en sais. Si la famille de Paul von der Wies est originaire de la région de Hambourg, lui est né à Lebedian le 31 janvier 1826 dans une région d'élevage de chevaux de course. Son père, Grégoire Ivanovitch, est conseiller d'État et directeur d'un orphelinat. Paul fait ses études de droit à Saint-Pétersbourg, où il obtient une médaille d'or. Il devient fonctionnaire d'État dans l'administration du Sénat au département des titres et de l'héraldique. Puis il occupera différents postes avant de devenir conseiller d'État. Homme de grande culture, il parle russe, allemand, français et anglais. Il se lance dans la création de voies ferrées, dans des conditions très avantageuses assurées par le gouvernement. Il est secondé pour cela par l'ingénieur Karl von Meck. La création de la ligne de chemin de fer Riazan-Kozlov est à l'origine de sa fortune. Il en obtient la concession d'exploitation en 1865 et la ligne est ouverte le 5 novembre 1866. Sa richesse immense lui permet d'acquérir de vastes domaines fonciers, en Ukraine, en Russie, à Starogilov. À Saint-Pétersbourg, il achète un palais sur le quai des Anglais qu'il fait aménager par l'architecte Alexander Karsowski. À Nice, il achète en 1867 la propriété déjà nommée Valrose d'Édouard Rastoin-Brémond. Il est alors domicilié au numéro 6 de la rue Longchamp, à côté de l'église orthodoxe édifiée peu d'années auparavant dans le quartier de la Croix de Marbre. Le ministre russe des Travaux publics, plus précisément en charge des chemins de fer, Konstantin Tchevkin, fréquente lui aussi la station de villégiature niçoise où il meurt en 1875. Il est enterré au cimetière russe de Cocade. Le célèbre architecte parisien Pierre Manguin a dressé un projet de villa pour le baron d'une valeur de 300 000 francs. Paul von der Wies s'adresse d'abord à l'ingénieur Auguste Abeille qui a passé contrat avec les entrepreneurs Marius Allinge et Jean Rabatel pour faire démolir la villa de Rastoin-Brémond et construire au même emplacement le nouvel édifice. Mais un différend entraîne leur renvoi. L'œuvre est alors confiée à l'architecte russe David Grimm, présent à Nice pour édifier la chapelle commémorative du Tsarévitch. Le rôle joué par l'architecte Mikhaïl Makarov lui vaut de figurer en bas-relief face à son compatriote David Grimm dans l'escalier monumental qui descend au théâtre. Interviennent également les Suisses Bernardin Mariani et Antonio Croci. La maison du gardien, à l'entrée, occupe une fonction stratégique pour filtrer les visites. Elle fait face à la maison aux outils. En 1869, le théâtre est achevé. Paul von der Wies l'agrandit en salle d'opéra en 1878. En 1870, il fait édifier par l'architecte niçois Albert Béranger le petit château où il loge à l'étage ses invités. Il fait venir de Russie, par bateau à partir d'Odessa, une izba, maison de paysans russes, qu'il fait remonter dans la propriété. C'est sans doute en référence à cette architecture importée qu'en 1880, un char de carnaval, appelé un paysage en Sibérie, comporte en son sommet une izba. Pour la saison d'été, le baron fait construire au début des années 1870 en Suisse, près du lac Lugano, le château de Trevano, qui comprend également une salle de spectacle. Il est aujourd'hui détruit et seul le parc est conservé, qui accueille une université. Selon le comte Viteux, la surabondance de fortune lui aurait quelque peu dérangé l'esprit. Sa propre héraldique, de fantaisie, présente un aume de chevalier, un cœur et une étoile. La puissance donne le prestige de la noblesse et la famille apparaît dans l'armorial officiel en 1885. C'est sa fortune qui lui a permis d'acquérir le titre de baron, tout comme son ancien associé Karl von Meck. Toute la famille est mélomane, et le baron plus que les autres. Serge, son fils aîné, musicien, épousera une cantatrice, Marina Schönig. Le théâtre peut recevoir jusqu'à 400 visiteurs. Le frère du baron, Nicolas, connu sous le surnom de N2, est un ténor de l'opéra de Saint-Pétersbourg. Paul von der Wies peut faire jouer son orchestre pour lui tout seul, installé dans l'unique loge réservée à la famille qui a une entrée particulière. Dans le grand château, il fait représenter par le peintre Pierre-Victor Galland, au plafond du grand salon, le muse de la musique. Le petit salon bleu est aussi appelé le salon de musique. Dans le parc, un kiosque complète cette offre. La qualité des programmations et des exécutions sont dignes de structures publiques. Pour que tout soit prêt pour La vie du tsar, l'œuvre de Glinka, jouée pour la première fois sur une scène en France, les ouvriers travaillent nuit et jour. Plusieurs fois, la presse a annoncé le séjour à Valrose de grands de ce monde.
On fait à Nice de grands préparatifs à la splendide villa de Valrose, bâtie par un riche conseiller d'État russe pour recevoir cet hiver l'impératrice de Russie. Everget, Paul von der Wies fonde l'hôpital Vladimir pour enfants démunis, qui ouvre en 1876 à Moscou. Il fait cela en mémoire de son fils Vladimir, décédé prématurément de tuberculose osseuse. À Nice, il donne à la municipalité 60 000 francs pour que soit édifiée dans le quartier du château une salle d'asile. Il suit personnellement le dossier pour que l'argent n'aille pas à la construction d'une école que la municipalité sera dans l'obligation d'édifier, mais dans celle d'une institution qui vient en aide aux familles pauvres du quartier. Le bâtiment est aujourd'hui démoli, mais l'actuelle école von der Wies en garde le souvenir. Les concerts sont l'occasion de rassembler des fonds pour des causes caritatives. Le prix des places peut s'élever jusqu'à 100 francs, sachant qu'un maçon gagne au même moment 5 francs par jour. Il a l'amour de ses enfants. Il les fait sculpter, Serge et Vera, dans le grand escalier du parc qui conduit à la terrasse au devant du château. Il leur fait installer un mini chemin de fer. Cet incroyable jouet est implanté dans une fausse grotte et actionné par un circuit hydraulique. Il circule au milieu d'un village russe reconstitué. Parmi les œuvres musicales que le baron a composées, 6 sont dédiées à ses chers enfants. Il est romantique, attaché à l'amour, comme il l'écrit à plusieurs reprises. « Crois-moi, pour voir la vie en rose, il faut l'amour. » Il a fait écrire en cyrillique sur les murs de son isba « Ni bière ni hydromel ne méritent louange, seul l'amour est précieux. » S'il aime son épouse, on lui prête aussi des amantes, dont la cantatrice Dunbar Schultze. À la fin de la représentation de la vie pour le tsar, il lui offre sur la scène une gerbe de fleurs et un coffret couvert de diamants et de pierreries d'une valeur de 2 millions de francs. Plus discret est son amour de l'astronomie. Sur le plafond peint par Pierre-Victor Galland est représentée Uranie. L'étoile figure en bonne place sur ses armoiries. Le baron est un personnage paradoxal, à la fois replié sur l'univers qu'il s'est créé, impliqué dans la vie de son quartier et ouvert sur le monde qui l'entoure. Il s'intéresse à l'actualité de son temps, à l'actualité internationale, comme la situation dans les Balkans en 1877. Il donne d'ailleurs un concert au château au profit des chrétiens du Monténégro et de Bulgarie. Il est à la fois attaché à ses origines russes et représentatif d'une aristocratie internationale, cumulant les qualités d'homme d'affaires et d'artiste. Le 10 mars 1881 se déroule à Valrose une des plus brillantes réceptions à l'occasion de la venue du frère du tsar, le grand-duc Nicolas Nikolaïevitch. Le reste de cette année est néfaste pour Nice et la communauté russe. Le tsar, Alexandre II, est assassiné le 13 mars. L'incendie du théâtre de la rue Saint-François-de-Paul fait plus de 60 morts la nuit du 23 mars. Paul von der Wies meurt le 13 juin 1881 à Beaune où il était venu faire soigner sa fille Vera, décédée quelques heures auparavant. Les corps sont amenés à Moscou où ils reposent dans la tombe familiale auprès de celui de leur fils Vladimir. Pour l'anniversaire des 1 an de la mort du baron, un service est donné dans la chapelle du château de Valrose auquel assiste la princesse Dolgorouki, épouse morganatique du tsar Alexandre II, monsieur et madame Rimsky-Korsakov et le prince Kotchoubey.